Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce soir, le bilan de l'échéance mensuelle. L'échéance du mois de mai sur les marchés. Le futur mai CAC 40 a expiré à 16h tout à l'heure. Et on voit un peu de volatilité d'ailleurs sur cette fin de séance. Une hausse du jour qui est en train de s'amenuiser à vitesse grand V pour le CAC 40 qui revient à l'équilibre en cette fin de journée, le but étant de préserver quand même un bilan à peu près neutre sur cette semaine. Ce sera peut-être plus compliqué pour les marchés américains avec un bilan hebdomadaire qui s'annonce encore négatif pour l'ensemble des actions mondiales. Si on prend comme référence l'indice MSCI World, on enchaîne une 7e semaine de baisse consécutive. Et alors je parle sous le contrôle de Philippe Béchade qui nous confirmera ça dans quelques instants, mais je crois que c'est assez rare cette semaine de baisse consécutive sur le MSCI World et c'est peut-être même inédit dans l'histoire récente des marchés. Voilà pour la situation. Nos trois sorciers évidemment avec nous pendant cette heure pour discuter des enjeux techniques du moment sur les indices, sur le Forex aussi. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines avec un euro-dollar tombé à 1,0350 au plus bas. Et puis évidemment, nous parlerons du compartiment crypto avec un crash majeur qui est peut-être un crash un peu différent des précédents crashs. Peut-être que cette fois c'est différent. Il y a peut-être une rupture violente de confiance vis-à-vis du compartiment crypto. Voilà donc pour les sujets du jour. La phrase du jour que j'ai retenue, c'est celle du patron de Richemont, le groupe maison mère de Cartier, qui estime que la Chine est en train de danser sur un volcan. Voilà comment Johann Rupert a exprimé son sentiment, c'est comme ça qu'il le dit, à l'occasion des résultats de Richemont ce matin, sur la situation économique en Chine, où 40% encore de ses boutiques sont fermées aujourd'hui. Il estime que le consommateur chinois ne va pas bien, que l'économie chinoise mettra beaucoup plus de temps à rebondir que lors des phases précédentes et que l'économie chinoise continuera de souffrir plus longtemps que ce que les gens pensent. Voilà quelques-unes des citations donc, du patron du groupe Richemont ce matin. Alors, de manière paradoxale, on notera quand même que le sentiment négatif sur les actions chinoises a peut-être atteint un point bas ces derniers jours, parce qu'on voit une semaine de rebond sur les actions chinoises, emmenée par la tech chinoise, mais pour autant, le contexte reste quand même très très négatif. On voit d'ailleurs le titre Richemont qui a été plombé sur le marché suisse aujourd'hui avec ses perspectives négatives. Et le luxe français, là aussi, qui fait partie des quelques valeurs en baisse aujourd'hui sur cette séance. Enfin, comme chaque troisième vendredi du mois, après les trois sorcières, rendez-vous avec le Café de la Bourse pour un peu de pédagogie boursière. Et nous parlerons de l'or. Comment investir dans l'or en 2022 ? Et c'est Louis Yang qui sera avec nous en plateau à 17h45, cofondateur du Café de la Bourse. Les trois sorciers de Smart Bourse avec nous comme chaque troisième vendredi du mois. Philippe Béchade est avec nous à distance en visioconférence, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe, bienvenue à mes côtés en plateau. Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil. Salut Jean-Louis. Bonjour. Et Romain Daubry, évidemment, avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, bonsoir, bienvenue. Bonjour Grégoire, merci. 6343,40, c'est donc la compensation du mois de mai sur le CAC 40. Le contrat a expiré à 16h tout à l'heure et c'est donc, premier point de discussion, une nouvelle échéance de baisse par rapport à l'échéance du mois d'avril qui était clôturée le 14 avril, c'est ça. Avec 5 points de hausse au mois d'avril par rapport à mars. Là, on perd 255 points, effectivement. C'est plus marqué. Pas mal d'éléments à se remémorer sur une échéance qui est quand même très particulière avec beaucoup de volatilité toujours. Le retour des vendeurs, déjà, on peut parler de ça puisque à partir du 21 avril, donc le mercredi qui a suivi l'échéance des marchés dérivés, eh bien, on est monté à 6715 points sur le contrat, le CAC 40 cash, pardon. Et à partir de là, les vendeurs ont commencé à prendre la main, ce qu'on n'avait pas vu depuis la crise Covid, clairement, avec dans chaque séquence de baisse un nombre de contrats futurs qui a augmenté régulièrement.
pour porter la position globale sur le futur CAC 40 à plus de 335 000 contrats, donc 35 000 contrats ouverts environ dans la séquence de baisse et contre des niveaux systématiquement de plus en plus bas contre chaque rebond. Donc 6 680 futurs, on a ouvert une partie de la position, 6 548 ensuite, puis il y a une zone autour de 6 490 points où on a ouvert un peu le solde du nombre de contrats. Donc ça, on n'avait pas vu 10% de la position ouverte sur le futur qui était venue donc à la main des vendeurs. Et à aucun moment, on a vu cette position ouverte diminuer dans chacun des rebonds. Vous dites juste, Romain, c'est important, depuis le 21 avril, quelque chose a changé dans le marché, de ce point de vue-là. Dans le comportement spéculatif et effectivement du côté des marchés dérivés, quand on approche de l'échéance des marchés dérivés, comme c'était le cas cette semaine, les mouvements qui ont lieu sur le futur CAC 40 sont beaucoup plus liés à des questions d'arbitrage, de position, d'options par rapport aux futurs par rapport aux options, et la lecture est moins facile à faire. En revanche, quand on entame l'échéance, les éléments sont liés aussi, bien entendu, mais c'est quand même une détection de la pression baissière, et on l'a constaté qu'à aucun moment la pression baissière n'avait diminué, même dans les plus forts rebonds, et donc jamais ils n'ont capitulé. Souvent, quand il y a des séquences baissières un peu marquées, c'est rare que les vendeurs conservent strictement la main. Au bout d'un moment, ils allègent un peu, ils prennent un peu de bénéfice. Ça n'a jamais été le cas. Donc ça, c'est un premier élément intéressant. Et toujours pour parler des marchés dérivés, ce qui est étonnant, c'est qu'en contrepartie de ça, il y avait de la couverture dans les portefeuilles. Et on a même atteint des paroxysmes de protection. Alors, il y a des lectures de long terme sur le ratio put-call, mais il y a aussi des lectures au jour le jour. Et il y a une dizaine de jours, on a atteint un paroxysme avec un ratio de put-call qui était de l'ordre de 5 options de vente pour une option d'achat autour de la monnaie. Sur le CAC. Sur le CAC 40. Ouais. Donc, c'est énorme. Ça s'est un petit peu tassé par la suite, mais pas de façon très significative. On peut dire qu'on entamait l'échéance de mai avec un ratio de couverture qui était à environ 2,5, donc plus de 2 options de vente pour une option d'achat, vraiment un certain pessimisme. Et on va entamer l'échéance du mois de juin avec 1,7 options de vente pour une option d'achat. Donc toujours de la protection, même si un petit peu moins, mais toujours pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on détectait précédemment, comme on l'avait fait, des zones de concentration d'options de vente qui nous permettaient de déterminer des zones d'alerte. C'est-à-dire que sous certains niveaux, on savait qu'on risquait d'accélérer de 100, 200 points, ce qui s'est produit quand on a connu notre trou d'air jusqu'à 5750 points. On savait que sous 6000, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture jusqu'à 5008 et qu'il y avait 200 points de trou d'air. Là, il y a une densité d'options qui est régulière et ce, jusqu'à très bas sur l'indice CAC 40. Alors, tout n'est pas de la couverture, mais on a des options de vente, pour vous donner des repères, qui étaient au plus bas en quantité, jusqu'à 4008 sur l'échéance du mois de mai. Là, il y a des options de vente qui sont ouvertes en quantité importante, plus de 1000 par prix d'exercice, jusqu'à 3200 points. Donc, il y a une densité d'options de vente, même si le ratio est moins équilibré, qui est quand même assez étonnante. Et on observe, alors on peut se demander, évidemment, est-ce que ce sont des vendeurs de put qui vont espérer un rebond ou est-ce que c'est de la protection? Je pense qu'il y a un mélange des deux et qu'aussi bas, c'est pas de la protection, on ne protège pas son portefeuille aussi bas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En revanche, en contrepartie de ça, on constate qu'on a un ratio de couverture sur les indices américains cette fois-ci, sur le S&P, qui est colossal au CBOT. On n'a pas eu de ratio de couverture aussi pessimiste depuis 3 ans et encore. Même au creux de la crise Covid, on a un ratio de couverture total qui est de 1,21 sur les options. Pour vous donner une idée de l'ambiance, en janvier 2020, c'était 0,66. D'accord. On rappelle que le ratio de couverture put-call, il va de 0,80 à 1,20. On D'accord. considère qu'il est équilibré. En dessous de 0,80, on considère qu'on est optimiste. Voire, donc là, 1,21, on est à un niveau de pessimisme extrême, important. Extrême. Sur les indices américains, on n'a pas enregistré ce niveau-là. Sur l'indice, c'est 1,46. On ne l'a jamais vu non plus. Et sur les options sur action, c'est 0,80, mais il faut savoir que le max qu'on a vu précédemment, c'était 0,68. Donc on est moins couvert sur les actions habituellement. Et donc là, il y a un extrême qui se joue aussi, alors même que la position globale est remontée un petit peu. Il y a 30 millions d'options ouvertes en plus sur une position globale qui s'établit à 466 millions d'options. Pas de valeur nominale, mais de contrats d'options ouverts. Donc il y a un pessimisme qui est extrêmement fort en contrepartie de cette pression baissière. Et ça établit la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Oui, on peut le dire. Voilà, on est quel jour? On est le 20 mai. En ce 20 mai 2022, on atteint un extrême en matière de pessimisme qu'on n'a pas connu depuis la crise Covid. Voilà, clairement. C'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Jean-Louis, qu'est-ce que vous retenez alors de cette échéance et des mouvements qui paraissent un peu désordonnés parfois? Alors, en tout cas, des mouvements d'ampleur qui peuvent être un peu inquiétants parfois, mais au final, vous l'écriviez d'ailleurs ce matin,
franchement, sur le fond, il ne se passe rien. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez à vos lecteurs ce matin dans votre note. Si vous avez une journée à prendre pour vous reposer, c'est aujourd'hui. Posez votre journée. L'échéance, c'est pour éviter l'overtrading. Ouais. Par exemple, surtout le jour de l'échéance où allez, on fait des paris comme ça, parfois sur les options pour s'amuser. Alors, d'abord, on n'a pas baissé autant que ça, parce que là, tu as regardé compensation dernière, et là, mais il y avait 98 points d'écart au départ. Oui, là, donc, c'est de compensation, en fait, d'une compensation à l'autre. Ouais. Voilà, donc, mais il faut enlever 98. Donc 100 points pratiquement, puisque mai a démarré 100 points plus bas. Avec les dividendes. À cause des dividendes. Et là, juin démarre 50 points plus bas. Bon, donc c'est 150 points de baisse. 150 points de baisse. 250, c'est pas pareil. D'accord. Donc ça n'a pas baissé autant que ça. Sur la pression vendeuse, moi j'ai envie... Alors c'est facile hein, de faire une critique après coup, mais ce n'est pas une vraie critique, c'est simplement pour essayer d'affiner. Moi je pense qu'il y a surtout une absence d'acheteurs. D'ailleurs tu es d'accord, on en parlait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a des vendeurs qui viennent, ok, de temps en temps, des acheteurs qui viennent, mais beaucoup d'arbitrage, et sincèrement, des vrais vendeurs, sauf sur des dossiers où tout d'un coup, c'est un peu la panique, mais il n'y a pas de pression. Les acteurs de la gestion ne font pas grand-chose sur des ventes fondamentales, de liquidation, non, ça, on ne l'a pas vu. C'est plus de la spéculation. Voilà, la position ouverte était à 300 000 le mois précédent, et là, elle est à 330. Donc, il y a 10% de contrats en plus, et c'est dans le sens de la baisse qu'ils ont été ouverts. Donc, il y a quand même cette pression spéculative baissière. C'est très léger, très léger. Les volumes sont... Les volumes de conviction, pour moi, ils sont quasi nuls. Enfin, Sinon, vous n'auriez pas des écarts de 3% en une heure. Enfin, rappelez-vous, dans ce mois-ci, on a fait des moins 4, des plus 5, en quelques heures. Et puis, ça devient très dangereux de vendre le marché sur ces niveaux-là. Les risques de rebond, même si ce serait un bear market rallye, même si ça ne serait que cela, existe et est important compte tenu du pessimisme. On l'a vu avec des séquences de rebond violentes sur le Nasdaq la semaine dernière. Donc il y a ce risque aussi. Donc vous attaquez à la baisse sur ces niveaux-là, mais là ils ont de l'avance. 6680, 6548, ils ont quand même ils ont déjà bien encaissé. Ils ont bien encaissé, donc ils n'ont pas de raison de déboucler. Moi je vous ai remarqué la non-vulnérabilité entre guillemets du marché, c'est-à-dire l'absence de potentiel effet domino, du fait que toute la hausse, en fait, s'est construite avec une volatilité implicite historiquement élevée, très importante. Et dans le temps, en plus. C'est-à-dire que même aujourd'hui, moi je dis, on peut acheter des options, normalement, il faut les vendre en haut de vol. Mais, OK, on les vend en haut de vol, mais on sait qu'on ne va pas jouer la baisse de vol parce qu'il n'y en aura pas. Et justement, on peut aussi les acheter parce qu'on peut se dire que les options qu'on va acheter aujourd'hui auront peut-être la même volatilité dans 15 jours, voire dans 20 jours, proche de l'échéance. Donc, il y a... Alors, moi, je ne pense pas que ce soit un pessimisme. Il y a une hyper méfiance, mais qui est en fait là depuis déjà de nombreux mois. Quand vous savez, quand le marché est passé de 4 000 à 7 004, 7 000, là, on se dit, bon, c'est quand même un peu délirant. Et je suis certain qu'entre 6 000 et 7 004, s'est construit une hausse, en effet, très protégée, avec beaucoup de méfiance, beaucoup d'acteurs qui ont évidemment constitué des liquidités, qui aujourd'hui pourraient ils sont contents. Enfin, il y en a beaucoup qui se disent, après tout, ça nous laisse des portes d'entrée. C'est pour ça que ça va très vite, parce que dès qu'il y a un dossier qui intéresse, ils y vont tous. Dès qu'il y a un dossier qui fait peur, Elior, cette semaine, vous avez vu les écarts de fou de Richebourg. Simplement, au départ, Elior, c'est l'endettement qui, en fait, inquiète. Et le reste, c'était pas non plus catastrophique. Hein. Il n'y a pas de très mauvaise surprise. Et ça a été le massacre de Richebourg derrière, etc. Donc, il y a une hyper réactivité et surréaction des gens. Voilà. Et sur le fond, il n'y a rien. Il n'y a rien. On le voit, les Euronext a annoncé des chiffres en forte baisse pour avril, 42%. On voit bien, et puis si vous interrogez les différents acteurs, ils vous disent en off, moi je fais rien, je suis protégé, j'ai des liquidités, je vais attendre des opportunités, je vais être hyper sélectif. Voilà, donc on a un marché, si vous voulez, qui aujourd'hui surréagit à tout.
vous pouvez expliquer les 3% de baisse, puis les 3% de hausse avec un argumentaire à tiroir, mais qui dans un contexte qui restera parfaitement... on passe d'un sentiment à l'autre, problème inflation, problème croissance, d'une heure à l'autre, tout change. On se raccroche à ce qu'on a envie à la fin pour essayer... Mais au final, vous dites, ce fonctionnement-là, ça fragilise pas tant que ça le marché sur ces niveaux-là, en tout cas. Alors, la question jusqu'où, elle se pose, évidemment, mais... Parce que de l'hyperméfiance au pessimisme, c'est des nuances qui me dépassent un peu, d'une certaine manière. Je ne sais pas ce que vous mettez derrière hyperméfiance et derrière pessimisme, mais l'hyperméfiance, on a vu des journées où quand même on se disait, mais c'est pas possible, ça va partir. Oui. On va avoir une panique, on va avoir une capitulation et c'est hyper technique à chaque fois. Et voilà. Mais 6205 points hier encore sur le futur CAC 40, le bas du canal au point près, il n'y a pas de mouvement. Mais c'est ce parce que nous avions déjà de l'hyperméfiance. En fait, le marché, si vous voulez, il attend éventuellement. Vous savez, quand vous achetez de la volatilité implicite, en fait, vous imaginez que le marché puisse aller à la baisse ou à la hausse dans une marge de fluctuation relativement importante ou faible. Si systématiquement il reste au milieu de cette zone, il n'y a pas de surprise. Ça ne déclenche pas de force supplémentaire qui obligerait certains à vendre ou à acheter. Et donc, pour l'instant, on prévoit tellement un cône de vol, par exemple, tellement important que, en fait, comme il reste dedans... Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de quoi agir fortement sur ce marché. Et des volumes qui sont vraiment anémiques compte tenu des plages de fluctuation. C'est-à-dire qu'on a 3,5 milliards traités peut-être, mais dans des pourcentages de fluctuation qui rendent le volume ridicule. Et c'est ce qu'on voyait. Toi, tu parlais d'Elior, il y avait Alstom aussi, au moment de sa publication, qui a évolué dans une plage de fluctuation dans une seule séance de 23%. Sur une capitalisation comme Alstom, c'est monstrueux. C'est dire qu'il n'y avait rien dans les carnets d'ordre. C'est de la spéculation, des arbitrages, mais rien de solide. Sur une valeur comme ça, c'est pas normal. Pour terminer finalement en baisse de 5%, uniquement, c'est pas mal, mais les proportions sont spectaculaires. C'est très spectaculaire et c'est pas normal. On peut se poser effectivement la question de l'emballement à un moment ou à un autre. Pour l'instant, comme il n'y a personne et que c'est la spéculation qui drive, ça tient. Bon. Philippe Béchat, vos commentaires sur cette séquence de marché. Moi, je note quand même qu'au global, les actions mondiales baissent depuis 7 semaines, qu'on a vu quand même des mouvements toujours à la baisse sur les grands indices américains. Le Nasdaq a du mal à rebondir. Apple enchaîne 8 semaines de baisse, je crois, en s'enfonçant à plus de 20% de baisse maintenant. Hein. C'est la dernière GAFAM qui entre en bear market, Apple. Quels sont les commentaires que ça vous inspire, Philippe ? Alors, je vais rebondir sur cette étroitesse des échanges qui contraste avec l'encours, même après avoir perdu 20%, quand vous faites le total de l'encours, de la capitalisation Wall Street, Eurostoxx 600, la Chine, etc., mais on n'a encore rien perdu en fait. Alors, le paradoxe, c'est que en notionnel, depuis le début de la correction, donc on va dire autour du 5-6 janvier, l'ensemble des actifs, actions, obligations, on perd 7 trilliards, 7 000 milliards, mais ça c'est uniquement de la perte de capitalisation notionnelle. Mais quand vous regardez les échanges au quotidien et qu'une grosse séance avec du -3, -4, on est à 5 milliards, ça veut dire qu'en fait, personne n'a sorti de papier. Alors, ça a été bien expliqué par Romain et Jean-Louis. Tout le monde est effectivement couvert. Tout comme dans la hausse, personne n'achetait, on va dire, avec un bulldozer et en chargeant à coût de 100 millions les grands fonds d'investissement. On était contraint d'acheter par la Banque centrale, contraint. Donc, on y allait, comme je l'ai déjà dit, un nombre de fois incalculable, on y a été la fourche au creux des reins, mais parce qu'il n'y avait pas le choix. Et aujourd'hui, si vous voulez sortir, la question c'est pour aller où ? Et j'aime beaucoup cette réflexion d'un stratège américain. Pour l'instant, il n'y a nulle part où se cacher. L'obligataire a subi le pire crack et en termes de perte de valeur depuis 1981-1982. Donc là, c'est phénoménal ce qu'on a perdu sur l'obligataire. Ça enchaîne bien sûr sur les obligations high yield. Donc il y en a qui se disent « Oh oui, bon, alors
je vais quand même essayer de sécuriser du 5% sur quelques émissions où j'ai plus ou moins confiance. Non, plus personne n'a confiance en rien. Le high yield d'aujourd'hui, essayez de sortir une ligne. Vous avez intérêt à avoir un carnet d'adresses et des bons copains au fil. Sinon, vous ne sortez plus un bout de papier. Donc, on ne peut pas aller se cacher dans ce qui apporte du rendement, parce qu'aujourd'hui, le rendement est synonyme de risque et risque synonyme de potentiel défaut. Vous n'allez pas, bien sûr, sur les cryptos. On remarque maintenant cette corrélation Nasdaq crypto qui est passée à 80%, alors que l'année dernière, elle était quasiment non pertinente, ou en tout cas, elle n'était pas fiable. Là, maintenant, on est à 80 et un peu plus de corrélation. Donc, on voit que les cryptos, ça ne vous protège pas ni contre la volatilité monétaire, et l'euro perd plus de 10% par rapport au dollar depuis le début de l'année. Là, on est sur un point dur, on est à 103,50. Derrière, ça sera la parité. Si on ne tient pas les 1,0350 euro-dollar, derrière, on change un peu de monde. Or, le problème, c'est pas trop que l'euro aille à la parité. À la limite, ça peut arranger nos exportatrices. Le problème, c'est à quelle vitesse on y va. Et on y va extrêmement rapidement à l'échelle des sommes que ça représente. Donc, moi, mon constat, c'est que les gérants, aujourd'hui, n'ont encore que très partiellement allégé leur portefeuille et ils s'enfoncent avec le marché. Ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, ils sont un peu couverts, mais ça ne va pas permettre de compenser tout ce qu'on perd. Je dirais, on est sur une sorte de Titanic où on sait qu'il n'y a même pas le quart des canaux de sauvetage qu'il faudrait pour que tout le monde puisse sortir en sécurité avec ses bagages les plus précieux. Là, on n'a jamais eu effectivement de moment de capitulation parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas de profondeur et que si on vend, on va faire un target à moins 25, on va faire un Orpea à moins 27 en 48 heures. On sait qu'on est coincé. On est coincé et je le répète, pour l'instant, il n'y a nulle part où se cacher. Donc, je vois que les plus spéculateurs font un truc que je ne ferai jamais. Mais actuellement, ils me disent qu'il y a énormément d'argent à se faire sur les soft commodities, c'est-à-dire le blé, le maïs, le soja, etc. Quelque chose que moi, personnellement, je ne toucherai jamais. Mais aujourd'hui, où placer son argent et avec, on va dire, un scénario auquel on peut vraiment croire et s'accrocher, même aujourd'hui, les métaux industriels, ils commencent à corriger. Et si le CRB reste accroché au sommet, c'est grâce aux soft commodities. Mais moi, je vois déjà que les métaux industriels émettent des premiers signaux de ralentissement économique qu'on ne va pas tarder à appeler récession. Oui, on a vu le cuivre, Dr Copper, qui commençait à faire un peu la tête, effectivement, sur quelques jours ou quelques semaines. Quand on regarde les stratégies sectorielles, ou les secteurs boursiers qui fonctionnent, à part l'énergie, il n'y en a pas beaucoup, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a au mieux, en fait, on peut raisonner par opposition, il y a tout ce qu'on ne sait pas pour l'instant sur le marché, et puis on va essayer de trouver ce qu'on sait. Il n'y a pas grand-chose, mais ce qu'on sait, c'est que très probablement la situation a vocation à durer encore un peu, au moins, et qu'on n'a pas peut-être marquer des points bas à court terme, qu'on peut avoir un rebond, c'est le plus difficile. Qu'à long terme, il y a peut-être des points d'entrée sur certaines valeurs, en effet, Amazon qui a perdu 45%, on en parlait. Voilà. Et ensuite, il y a quelques foyers, quelques valeurs individuellement en stock picking qui s'en sortent mieux. Et là, il y a des choses. De façon sectorielle, ce qui tient et ce qui surperforme, et encore, ça tient plus que ça surperforme, c'est les utilities, les énergies traditionnelles. Il y a des frémissements du côté des énergies renouvelables. Et puis, on peut surveiller l'industrie, la banque et l'automobile. On peut surveiller avec... Banque et auto qui, sur l'échéance, là, ont plutôt surperformé. Qui ont plutôt surperformé. Et pour certaines d'entre elles, sont sorties de zone de congestion. Il y a BNP qui est sorti par le haut d'une zone de congestion de long terme. La Société Générale aussi, pas le Crédit Agricole. Renault frémit un peu. Stellantis attaque une zone de résistance. Mais c'est faible et c'est tout ça dans des volumes qui sont anémiques. Donc, on aime bien pour des figures de retournement haussière, c'est pas qu'on aime bien d'ailleurs, c'est que c'est indispensable qu'il y ait du volume, qu'il y ait du soutien. Un marché peut baisser sans volume, c'est rare, mais ça arrive et ça peut confirmer le signal baissier. On dit qu'il tombe de son propre poids. Et pour que le marché monte, il faut du soutien dans les volumes. C'était indispensable. Or, là, ça n'est pas vraiment le cas. Donc, au mieux, il y aurait un rebond de court terme alimenté
qui alimenterait une première jambe de hausse, donc ce bear market rally avec une première jambe de hausse, mais ça ne serait que la première jambe de hausse d'un mouvement qui probablement donnerait des répliques baissières par la suite. Si c'est le cas, et rien qui ne permette de le dire pour l'instant, et c'est vrai que là, la situation est très floue. Oui, on est sur des niveaux de support. Oui, il y a beaucoup de pessimisme. Non, il n'y a pas de structure de retournement haussière à ce stade, et il y a une logique sectorielle qui est très faible. Alors, on a quelques valeurs qui sortent du lot. Sanofi surperforme, elle faisait, je crois, pas loin d'un plus haut historique aujourd'hui. Engie, effectivement. Et puis quelques valeurs qui frémissent. Téléperformance frémit un petit peu. Et puis, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est encore très timide, et des choses à surveiller sur des valeurs comme Atos ou Worldline qui sont très en retard. Ubisoft qui a pas mal payé depuis quelques jours. Donc il y a des titres individuellement. Vallourec qu'on évoquait en début de semaine sort par le haut de son triangle symétrique en fin de semaine. Après Valeo aussi, qui monte, mais qui prenait 6% en séance et qui, je crois, il y a quelques minutes, n'était plus qu'en hausse de 1,5%. Donc tout ça se passe un peu sur des jeux de contre-pied, sur des jeux de spéculation, mais il y a des mouvements qui se mettent en place comme ça. Mais ce n'est pas suffisant pour donner un signal clair global, en tout cas, ça ne suffit pas. Mais il y a des choses à faire, et je pense que ce qu'il faut aborder dans ce marché-là, c'est vraiment du stock picking, mais très, très, très détaillé, être light, très, très sous-investi, et essayer de prendre des positions sur les titres qui surperforment en les identifiant. Ils sont vraiment peu nombreux, et il y a pas énormément de choses à faire. On a essayé, pour être transparent, nous, de rentrer sur Alstom. On s'est fait complètement... Et grâce à nos stops, on n'a pas subi les écarts trop importants. Elior, on avait une figure de retournement, on s'est fait stopper aussi. Je donne deux exemples négatifs. On est sur la Société Générale, ça a très bien marché. On a pris nos bénéfices sur Total à plus de 20% cette semaine. On est très content, avec dividendes intégrés en plus. Donc, il y a des choses bien à faire, mais il faut être hyper mobile, et il faut surtout pas avoir un investissement, une sous-modération forte, et être très, très diversifié, très sélectif. Il ne faut pas s'entêter. Et il ne faut pas s'entêter dans ces marchés-là. Effectivement, et accepter, soit si on a des stops, de les prendre, soit si on conserver pour le très long terme. Jean-Louis, je sais que la définition bear market, c'est moins 20%. Je sais que le CAC n'a pas fait 20% de baisse, mais est-ce que c'est quand même un bear market ? C'est une logique de bear market. Mais il y a longtemps, moi j'attendrai jamais. Ça fait un moment. Oui, déjà, c'est inconcevable pour moi d'entendre à partir de moins 20, c'est idiot, je suis d'accord. Donc, oublions la règle des moins 20. Donc, est-ce qu'à moins 12, moins 13, est-ce qu'on est déjà dans une logique de marché baissier ? À partir de moins 8, moins 9, on commence... c'est-à-dire que ça dépend d'où ça vient, de l'accélération qu'il y a eu, bien sûr, mais il faut remettre en cause la tendance bien avant. Là, en fait, on a des intérêts qui tournent énormément, parce que le frein de la baisse pourrait, pourquoi pas, apparaître avec des valeurs comme LVMH, L'Oréal, qui ont vraiment sous-performé avec la Chine, notamment, mais qui peut aussi, en Chine, ça peut aller mieux bientôt, puisqu'ils sont en train de lever des confinements. Aujourd'hui, visiblement, non. Voilà, oui. Pour LVMH, L'Oréal, Richemont, aujourd'hui, ça va pas. Mais ces valeurs pourraient peut-être remonter pourraient peut-être remonter un petit peu et apporter la contrepartie de valeurs où on pourrait être déçu, etc. Aujourd'hui, acheter des valeurs comme Elior, comme Alstom et bien d'autres, moi je pense qu'il faut y croire, c'est-à-dire se dire, voilà, j'étudie à fond une société, je regarde ses perspectives, surtout l'endettement, parce que là ça va être un sujet sensible, et il faut acheter. Faire un peu d'analyse fondamentale, vous dites. Soit il faut être... c'est la première fois que je vous entends dire ça, Jean-Louis. Mais c'est pas ça, c'est que... Le monde change. Ces valeurs-là, si vous voulez, elles ne donnent pas des signaux de retournement à la hausse. Donc, si on les achète en se disant, c'est sur un support... Il faut avoir une conviction fondamentale. Voilà, il faut avoir une vraie conviction et puis pas mettre de stop, parce que sinon, on participe un peu au truc de fou, quoi. Et moi qui dis ça, et qui le fais tout le temps sur les indices, parce qu'on travaille sur des micro-mouvements. Après... Si vous regardez Apple, moi, il y a quelque temps, je donnais un objectif de repli potentiel pour acheter vers 135. Bon, alors on a 131 ou 132 là. Donc, pourquoi pas 60, ça remonte là un peu. Donc, peut-être que là, on a une zone d'achat. Vous voyez, Alphabet, c'est pareil, c'était 2137 le niveau support. Bon, je ne sais pas combien on est là. Hier, on est à 2225. On n'est pas en train de les enfoncer, on arrive sur les zones. D'accord. Alors, c'est pas joli, mais si on... Et là, si vous voulez... Parce qu'Apple, c'est pas joli, oui. Non, c'est pas joli. Non. Donc, si on achète... Moi, je n'achète pas. C'est qu'on y croit. C'est-à-dire qu'on se dit... Moi, je crois en Apple. J'attendais une opportunité pour rentrer. Là, il y en a une. Bah oui, j'entends plein de gens, ils disent « Ah, si j'avais su, j'aurais acheté de l'Apple. » Bon, moi, j'ai envie de leur dire, maintenant, aujourd'hui, allô, c'est maintenant. Et alors, pourquoi vous achetez pas ?
Parce que moi, j'ai jamais dit, si j'avais su, j'aurais acheté de l'Apple. Non, mais d'accord, mais on peut dire des choses et on peut remettre en cause ce qu'on a dit aussi dans le passé. On n'est pas tenu, parce qu'on a dit un jour, je crois en Apple, d'acheter à 130 Apple aujourd'hui. Effectivement, différentes stratégies. Soit il y a une stratégie de trading un petit peu dynamique et on met des stops et on accepte de sortir. Et si ça ne fonctionne pas, soit on prend pour le long terme. Effectivement, sur ces valeurs-là, à quelques années et sur le long terme, on a des points d'entrée. Je regardais sur Apple, les extensions baissières, elles peuvent se porter dans une zone 118,10, 121,40. On peut toujours aller plus bas, mais les extensions, et c'est le problème du marché actuellement, c'est qu'on n'a pas de structure propre. C'est-à-dire qu'on a glissé et on n'a pas fait de figure de retournement propre. Donc on étudie des zones et on passe de zone en zone. Et donc ça rend difficile aussi de se dire, tiens, on a touché une cible, est-ce qu'on observe une figure de retournement haussière? Donc sur du long terme, si on est prêt à supporter 15% de baisse en plus sur Apple, pour une hausse à long terme, ça peut être effectivement des points d'entrée. Nous, en analyse graphique, on va essayer de trouver des figures et des structures de retournement qui vont nous permettre d'entrer et avec un ratio risque-rendement qui nous intéresse. Si le scénario n'est pas respecté, on sort et on l'accepte bien volontiers, on est en cash et c'est ce qui nous a permis pendant les mauvais mouvements de marché d'être sous-investi et d'avoir un ratio risque-rendement qui nous fasse gagner de l'argent sur le moyen et long terme. Et quand vous achetez des Apple, Alphabet, etc., pensez toujours à l'euro-dollar, hein, parce que évidemment, notre euro qui est un peu faible en ce moment nous fait que quand on achète ces valeurs, on les paye entre guillemets un peu cher. Oui, avec un dollar au plus haut. Voilà. Philippe, mais parlons d'Apple. Moi, ça m'intéresse quand même. Apple, c'est emblématique. Là, pour le coup, c'est quand même une valeur qui est détenue, surdétenue par tout le monde, des particuliers aux professionnels. Vous disiez tout à l'heure... on ne voit pas de logique de vente fondamentale, mais bon, Apple qui perd plus de 20%, j'imagine bien qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui la vendent, Apple. C'est que de la spéculation à ce stade, ou est-ce qu'on commence là à rentrer un peu dans le dur, Philippe? Oh là là, mais vous me prenez complètement au dépourvu sur le dossier Apple. Bon, actuellement, ce qui alimente beaucoup de discussions, c'est évidemment le big short de Michael Burry sur Apple, tandis que Warren Buffett annonce que lui continue d'en accumuler. Enfin non, il en a accumulé avant. Il a passé, je pense, le cap des 3 000 milliards et on lui doit certainement beaucoup à Warren Buffett pour avoir amené Apple à 3 000 milliards. Et là maintenant, le chartiste, il va regarder froidement ce qui se passe sur Apple, en dessous de 142,50 $. Vous pensez ce que vous voulez, mais a priori, les charts seront du côté de Michael Burry. Maintenant, les actionnaires de Berkshire Hathaway, ils ont 10 ans devant eux, et eux, ils savent qu'ils verront probablement Apple à 200, à 250 ou à 30 $ après le split par 10, enfin peu importe. Ça dépend de l'horizon de temps, mais à très court terme, Apple, c'est la valeur la plus détenue, et pour une bien mauvaise raison pour les derniers achats, c'est que si ça se passe mal, au moins le carnet d'ordre est épais, on pourra en sortir. Tout le monde a pensé exactement la même chose. On a acheté un titre dont on se disait, au moins celui-là, si ça se passe mal, on peut en sortir. C'est en fait une valeur dangereuse aujourd'hui, Philippe? Je pense que ça sera la dernière qui sera vendue, mais le jour où elle commencera à chuter, tout le monde la vendra. Parce que tout le monde se retrouvera à ce moment-là surpondéré en Apple par rapport au reste du marché. Donc plus de 20% de baisse, pour vous, elle n'a pas commencé à baisser? Non, et j'explique pourquoi. Les gens avaient déjà tendance à surpondérer Apple, d'accord, dans un portefeuille. Je rappelle que Warren Buffett, Apple, c'est plus de 40% de l'ensemble des actifs de Berkshire Hathaway. Bon, prenez un fonds qui soit un petit peu plus offensif que Berkshire et qui avait d'une Nvidia, de la AMD, enfin des valeurs de croissance quand il fallait en avoir. Vous voyez un petit peu le profil Arc Capital de Cathie Wood. Sur ce portefeuille, vous avez déjà 70% des valeurs qui sont à moins 30, moins 40, moins 50. Si vous n'avez pas vendu vos Apple, Apple va bientôt représenter 50% de votre portefeuille. Parce que les autres, elles ont tellement plongé. Je ne sais pas, Beyond Meat, on est à moins 90, Peloton, moins 92. Enfin, donc, ceux qui n'ont pas encore vendu Apple, aujourd'hui, se retrouvent avec une valeur. Ça n'a plus aucun sens. Je pense que la pondération d'Apple doit être quelque chose, aujourd'hui, qui est totalement
absurde. Les quants, quand ils vont se pencher sur beaucoup de portefeuilles, ils vont se dire là, il y a vraiment il faut écréter. manifestement. Ben non, mais ça va forcément arriver. Ouais. Et ça sera vendu par des gens qui disent mais moi, je suis comme Warren Buffett. Moi, Apple, je vais l'avoir à 200 ou 250 $ en 2025. Sauf que là, il y a un moment où le quant vous dira mais non, tu peux pas garder Apple. Ça fait avant, c'était 20% de ton portefeuille, maintenant, c'est 40%. Ça va pas aller. Bien sûr, je caricature, oui, mais bien sûr. On va arriver un petit peu à ce genre de cas de figure. Donc ça, il faut être assez méfiant. Ouais. Alors aujourd'hui, par contre, il y a une valeur qui a aussi beaucoup fait parler d'elle, c'est Tesla. Et Tesla, qui jusqu'à cet après-midi, 15h45, préservait son support 710. C'est-à-dire que tous les chartistes qui regardent Tesla à 710, ils avaient le doigt sur le bouton. Là, je peux vous dire qu'à l'instant, là, Tesla, c'est à moins 7. Ça craque. Et là, ça craque. Ouais. Voilà. Donc, ceux qui sont sur Tesla, et il y en a qui vont peut-être commencer à subir des pertes, il y a un moment, il va falloir aussi qu'ils décident qu'est-ce qu'ils vendent. Parce que appel de marge, parce que il faut rééquilibrer le portefeuille. Enfin, il y a un moment où les gens vont être obligés de vendre Apple. Voilà. Mais là, Tesla, ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, Nvidia et AMD sont vraiment les grandes vedettes de 2020-2021. Aujourd'hui, le Nasdaq repart à la baisse après une entame positive. Elles sont à moins 4, moins 5. Oui, bien sûr. Oui, tout de suite, on voit le moindre rebond du Nasdaq se termine généralement dans le rouge. Jean-Louis. Juste une petite information de prudence. Quand vous achetez un titre, vous le payez, vous pouvez le mettre de côté, le garder éternellement. Quand vous vendez à découvert un titre, il faut que les gens sachent que c'est quelque chose qui potentiellement est dangereux. On peut vous obliger à les racheter. Et il y a un coût de portage de l'opération. Je vends à découvert un titre, j'emprunte le titre, et il y a un coût. Donc il ne faut pas que les gens pensent que la vente à découvert, c'est aussi simple que l'achat. Voilà. C'est important. Mais c'est très bien de le rappeler. Okay. Merci beaucoup. Gardez la parole. Euro-dollar, 1,0350, c'est ce qu'on a vu là, il y a quelques jours. Toujours baissier. Ouais, ça d'accord. Mais alors, oui. Alors déjà, c'est quoi le niveau de retournement là, pour montrer un peu la taille du chemin? C'est-à-dire que comme ça, le rebond est pour l'instant extrêmement faible. Moi, je l'avais fixé à 1,1030. Je ne l'ai pas bougé. D'accord. Il peut rebaisser un peu quand même le niveau de retournement, non? Ouais, je vais voir, mais c'est pas mal 1,1030 déjà. C'est pas si loin. Ouais. Au départ, c'était un 15 et quelques, un 13 et quelques, un 10,30. Bon, je vais voir si possible. Il faut que ça stabilise. C'est quoi là. Mais le 1,0350, c'est déjà un énorme objectif. Comme disait Philippe, la parité, c'est un autre monde. Ou est-ce que c'est la... J'ai aucune idée. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est géré d'une manière très algorithmique avec les taux. Là, c'est fou. Les taux américains rebaissaient parce que c'est un flight to security. Ils allaient acheter des emprunts du 10 ans américain, etc. Et du coup, l'euro a rebondi. Mais bon, pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique. Moi, j'ai shorté là hier. Je suis short un petit peu au-dessus, vers 1,0640. Oui, ça ne nous sort pas de la zone où on continue de vendre, quoi. Ouais, je short sur des petits rebonds. Donc là, il n'y a pas de problème. On pourrait ne rien faire aussi, mais moi, je le fais systématiquement. Et pour l'instant, la tendance est baissière. Maintenant, où ça va, j'en sais rien. Moi, il faut pas trop, d'ailleurs, se fixer parce qu'on pourrait inverser à un moment donné, aller à 0,9. Enfin, tout est possible. Hein. Donc, le zéro, il n'existe pas vraiment. Mais dans l'idée de faire de l'argent en tradant, parfois, il faut se dire, je ne me fixe pas de limite et je lis, si vous voulez, les informations que m'envoie le marché. Et l'information de l'euro-dollar, c'est que ça reste baissier, avec une volatilité implicite qui a monté d'un cran. On est autour de 10, 11, 10. Et elle était à 5,5 il y a quelque temps. Donc on sent la tension, on sent la crainte. Mais on me dit également que sur
les marchés. Il n'y a pas beaucoup d'intérêts vraiment puissants. Oui, sur l'euro-dollar, dire que la liquidité n'est pas extraordinaire, c'est assez étonnant. C'est tellement un one-way trade directionnel depuis plusieurs mois que oui, ceux qui sont pris position sont en position et attendent, quoi. Oui, il y a beaucoup de positions spéculatives qui ont été prises, ils attendent. Voilà. Maintenant, des intérêts forts de conviction, là également, c'est fou, parce que moi, quand on m'a dit ça, encore j'ai appelé cet après-midi, mais on m'a dit non, il n'y a pas vraiment de business, on ne fait pas grand-chose sur l'euro-dollar. C'est assez étonnant. Ça correspond peut-être à un environnement macro compliqué. J'essaye d'apporter une lecture fondamentale. Il n'y a pas de visibilité nulle part. Bien sûr. Tiens, on parlait des shorts. Romain, je sais que, alors, pour le coup, là, on va prendre le temps de regarder, mais vous comptabilisez les positions short, le nombre de valeurs qui sont shortées là, sur le marché parisien, européen. Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est un indicateur qui évolue là? C'est l'AMF qui le fait pour nous. Alors, oui, bien sûr. Dès qu'on est vendeur de plus de 0,5% du flottant d'une société, on doit le déclarer. Et donc, c'est le cas. Il y avait effectivement plus de shorts. Alors, ça a augmenté il y a 2 mois. Depuis, le nombre reste constant, c'est 91 valeurs du SRD, donc du service de règlement différé. Il y en a à peu près 250 qui font l'objet de déclaration. D'accord. Ça n'a pas énormément évolué. Alors, il y a un nouvel entrant, c'est Orpea, dont 40% du capital est vendu. Il y en a qui ont dû avoir une semaine extraordinaire. Ça a baissé quoi, 30% là, c'est ça, sur d'avant-hier dans ces proportions en tout cas. Il y a Alstom qui reste toujours en tête, largement, mais dont la position short a diminué un peu. C'était 17,5 à 18% du capital vendu. C'est descendu à 15%. Ça repasse à 16%. Il y a des pressions, c'est assez étonnant, on peut se poser la question. Il y a CGG, toujours 8,80% du capital qui est vendu. Et puis dans le top 7, on a Ingenico avec 8,30%, Forestia 7% du capital, 7,12%, et McPhy 6,30%. Donc ça ne diminue pas beaucoup de ce côté-là, ça reste même assez constant. Et c'est le cas aussi sur d'autres valeurs dont on peut se poser la question. Des valeurs comme Atos, justement, qui sont opéables, qui sont sous-valorisées par rapport à certains de leurs brevets, tout ce qui est cybersécurité, etc. Et on peut se dire que être short d'Atos sur ces niveaux-là, c'est quand même courir un risque. Ou alors, il y a des informations qu'on n'a pas. Mais voilà, il y a des éléments qui sont assez intéressants. Ça reste assez constant, mais ça a augmenté au cours des 3 derniers mois, globalement. Et donc, il y a toujours un intérêt vendeur qui est un peu en place. Jean-Louis? Et on peut regarder aussi ce que font les insiders, c'est-à-dire que les déclarations, là aussi à l'AMF, tous ceux qui achètent en ce moment leurs propres titres, comme Bolloré, Vicat, TF1, pas mal ramassé. Il y a quelques temps, c'était Bouygues qui a été énormément ramassé par la famille, etc. Ça, c'est hyper intéressant de regarder ce genre de choses. Ça peut donner une indication de confiance de la part des dirigeants. Qui généralement ont une valeur fondamentale en tête pour leur entreprise, effectivement. Philippe, 3 minutes pour nous expliquer ce qui s'est passé sur le compartiment crypto. Et la question étant, est-ce que c'est un phénomène normal, enfin dans la normalité du monde des cryptos, ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent là dans ce crash des derniers jours et des dernières semaines sur les cryptoactifs? Il y a une part de crack qui est le crack éternel, le Ponzi, ça s'effondre. Je rappelle que vous trouvez facilement 10 000 cryptos listés sur Investing, mais en fait, il y en a 18 000. Donc, on peut considérer qu'il y a peut-être quelques milliers, voire un bon 10 000, voire 15 000 cryptos de trop dans le paysage. Donc il est tout à fait normal que certaines s'effondrent. Alors après, vous avez... ce qu'il faut, c'est analyser pourquoi les grosses. Je vais prendre, moi, parmi les 20 plus grosses, celles qui ont plus de 20 milliards de capitalisation, par exemple. J'exclus bien sûr les stablecoins. Pourquoi certaines commencent à chuter? Tout simplement parce qu'il y a d'autres cryptos qui améliorent le protocole de la crypto d'origine. Par exemple le Polkadot, je ne prétends pas être spécialiste, mais je vois simplement qu'il y a des projets de développement de blockchain avec au départ une base type Polkadot et qui aujourd'hui sont beaucoup plus performantes. Donc, où les équipes qui gèrent le Polkadot évoluent complètement et renoncent à certains de leurs objectifs, notamment de sécurité, etc., au nom de l'efficacité, ou alors on s'aperçoit que des projets plus
efficaces en remplacent d'autres, et c'est assez normal. Maintenant, est-ce que, je veux dire, même 50 cryptos qui prétendraient être des valeurs, enfin des unités de réserve, vous voyez, est-ce que ça, c'est crédible? Dès que ça perd 10-20%, les gens se rendent compte que c'est pas un actif dans lequel on peut placer des réserves. Après, quand on regarde les projets les plus prometteurs, à mon avis, pour ce qui est de l'efficacité dans l'enregistrement de transactions, moi je vous fais un pronostic. Moi, je vous parie que d'ici 4-5 ans, il y aura une tokenisation des actions, des obligations, etc. Et il y a beaucoup d'intermédiaires qui auront du souci à se faire parce qu'il y a beaucoup de transactions qui se passeront comme ça. Sauf que ça fait du sens pour des transactions qui ont besoin de sécurité. Et là, on va arriver effectivement à des économies en termes de traitement et d'intégration dans la blockchain, mais ça va quand même rester quelque chose de cher. Le calcul, l'intégration dans une blockchain, c'est quelque chose d'énergivore qui génère énormément de CO2. Une monnaie, par définition, une fois qu'on l'a fondue, depuis les pièces de bronze hellénistiques ou égyptiennes, une fois que vous avez fondu la pièce, quand vous l'échangez et que sa valeur est reconnue par tout le monde, une monnaie ne génère pas un atome de CO2. Une crypto, quel que soit son modèle de blockchain, même si c'est du proof of stake, c'est quand même très énergivore et ça ne pourra jamais devenir une monnaie. Donc la question est de savoir qu'est-ce que ça peut devenir et qui a envie de placer de l'argent là-dedans, sachant que ça ne deviendra jamais un vrai moyen de paiement pour le day-to-day. Donc il y a une sélection naturelle parmi des projets qui étaient certainement très beaux et qui ont amené des gens à développer des architectures, des applications qui sont acquises pour les 10, 20 ou peut-être 100 prochaines années. Sauf que, à la base, le projet, lui, il est dépassé par d'autres. Donc voilà, on est en train d'assister à ça, avec l'UST qui, lui, s'était littéralement effondré. Donc là, c'était une gestion algorithmique d'un collatéral sur un stablecoin. Et l'algo, il a généré en quelques heures la création de 9000 fois le nombre de jetons initiaux sur la Luna. Voilà, et l'algo, il a fait son travail. C'est juste que c'était pas viable. Mais il a fallu effectivement que ça crache pour qu'on s'en aperçoive. Donc je dirais que les cryptos, c'est vraiment réservé à des gens qui comprennent dans quoi ils placent de l'argent, mais c'est pas l'argent pour acheter l'appartement. Non, mais c'est bien de le rappeler. Non, mais effectivement. Bon, il y a un moment darwinien là autour des cryptos, c'est ce qu'il faut retenir. On s'arrête là, messieurs. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle échéance. Philippe Béchal était avec nous en visioconférence, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, et Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts. On se retrouve lundi, nous, Romain, à 12h30 pour le plan de trading. Et la prochaine échéance, donc le 17 juin prochain. Chaque troisième vendredi du mois, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à un exercice de pédagogie boursière avec les équipes du Café de la Bourse. Louis Yang, le cofondateur du Café de la Bourse, est avec nous en plateau. Bonsoir Louis. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler, le thème du jour, c'est l'or. On va redéfinir un petit peu l'or et comment est-ce qu'on investit dans l'or, quelles sont les manières d'investir dans l'or. Mais l'occasion aussi de rappeler, alors que le Café de la Bourse, c'est pas juste le Café de la Bourse, il y a différentes verticales autour du Café de la Bourse. Il y en a une dédiée au patrimoine et une dédiée au trading, qui n'est pas nouvelle, mais que vous avez updaté, remis à jour, c'est ça, Louis ? Oui, tout à fait. On a relancé une toute nouvelle version de Café du Trading, qui est un site spécialisé dans tout ce qui est trading et produits dérivés. Donc, on s'adresse à des investisseurs actifs, des traders, pour leur proposer en fait du contenu sur différentes techniques, stratégies de trading, des analyses de produits dérivés, type futurs, options, pour vraiment faire du trading, que ce soit indices, actions, matières premières ou crypto. Oui,
On l'a beaucoup rappelé dans l'émission avec les sorciers avant. Effectivement, attention, le marché est volatile, c'est des marchés compliqués qui nécessitent quand même un peu d'expérience. Et c'est vrai qu'il y a deux manières de faire. Soit on se dit, bon, je pose le stylo, je reviendrai quand ce sera plus calme. Soit on a envie de se jeter dans le grand bain, de profiter des mouvements, des vagues, de la volatilité, donc d'être dans une logique de trading avec, attention, encore une fois, tous les risques que ça comporte, toute l'expérience que ça nécessite, etc. Mais c'est le bon moment pour accompagner quand même des investisseurs actifs dans ce type de marché. Oui, c'est l'objet de ce site de Café du Trading, c'est justement aller davantage sur des techniques plus complexes pour accompagner justement les investisseurs dans un contexte de volatilité plus importante. Justement, comme vous le disiez, ne pas y aller, on va dire, la fleur au fusil, vraiment avoir les bonnes bases, les bons outils et les bonnes analyses pour accompagner ça. Bon, donc rendez-vous sur le Café du Trading, qui est la verticale trading, enfin le Café du Trading dédié au trading à côté du café de la Bourse. Parlons de l'or, Louis. Dans le sillage, encore une fois, de la discussion, on a parlé du compartiment crypto. Bon, je crois qu'on commence à comprendre que c'est pas vraiment une réserve de valeur. Est-ce que l'or est toujours une réserve de valeur, ou en tout cas une valeur refuge, comme on dit, dans ces moments de marché agités? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que historiquement, ça a joué le rôle de valeur refuge pendant des contextes, des périodes difficiles, pendant des périodes d'inflation. Mais attention, ça n'a pas toujours été le cas. Toutes les périodes d'inflation, l'or n'a pas joué ce rôle. Je pense que c'est bien de regarder un petit peu les performances passées, même si ça ne préjuge pas des performances futures, mais ça donne quelques indications. Si on regarde sur 5 ans, par exemple, l'or a une performance autour de 45%, ce qui surperforme en fait les grands indices européens, que ce soit le CAC ou le DAX. Par contre, c'est en dessous des grands indices américains. Donc ça, c'est une première vision. Si on regarde sur un contexte, on va dire, plus court terme par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de l'année, l'or est légèrement positif. On assiste d'ailleurs à un rebond dernièrement, mais du coup, depuis le 1er janvier, c'est un petit peu positif. En dollars, donc j'imagine que avec le taux de change du dollar qui s'est apprécié, pour un investisseur en euros, c'est même un peu plus positif peut-être encore. Oui, exactement. Louis. Exactement. Oui, mais c'est pas négligé. Du coup, c'est pas négligé, mais du coup, le risque de change c'est le risque, est à écarter. Il faut vraiment le traiter différemment. Mais c'est vrai que si on regarde au global, c'est plutôt un bon point, tout à fait. Et donc ça, si on le compare aux grands indices qui font autour de moins 10, là, il y a une protection. Il y a une protection, effectivement. Pourquoi est-ce que l'or en période d'inflation n'est pas forcément le meilleur des refuges Alors, ça va dépendre du contexte qui s'est passé en fait pendant les périodes où ça a moins bien fonctionné. Ça a été vraiment notamment dû aux politiques des banques centrales, des objectifs de planche à billets qui ont fait que l'or n'a pas joué ce rôle-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être une protection, mais pas la seule. Parce que si on regarde l'inflation actuelle, c'est vraiment tiré par les matières premières. Pour l'instant encore, même si les services ça commence à arriver, on va dire que c'est principalement l'énergie, les matières premières agricoles. Donc une piste anti-inflation, on va dire, c'est peut-être justement d'aller sur ce type de sous-jacent aussi. Et puis moi j'ai en tête qu'il y a une forte corrélation entre l'or et le niveau des taux réels. Et c'est vrai que les taux réels américains ont fortement remonté. Ils étaient très négatifs. Voilà. Ils le sont beaucoup moins aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt vu comme quelque chose de pénalisant pour l'or qui n'a pas de rendement réel. Oui, voilà, exactement. Qui n'a pas de rendement. C'est comme le principe. Le disait. Bien sûr, vraiment, bien sûr. On donc, quand le taux réel est négatif, l'or avec un rendement zéro est concurrentiel, compétitif. Quand le taux réel revient autour de zéro, voilà, c'est plus le même arbitrage forcément pour les investisseurs. Tout à fait. Donc du coup, c'est un placement refuge, mais plutôt de diversification, vraiment diversification avec une certaine part, mais il ne faut pas aller au-delà. Non, mais on va voir, on va détailler justement. La question étant, comment est-ce qu'on investit dans l'or, Louis ? Alors comment ? Il y a de plus en plus de manières en fait. On va dire que la manière principale, c'est vraiment d'acheter de l'or physique. Donc on se tourne vers sa banque, vers des boutiques spécialisées ou des boutiques en ligne spécialisées. Donc on détient du coup de l'or
par ce biais-là. Par contre, il y a quand même plusieurs problématiques à résoudre si on fait ça. Il y a la question épineuse du stockage. Oui. Déjà, donc ça, c'est quand même un vrai souci. Et à après, un moment, il faut un coffre, quoi, pour dire les choses. Voilà, exactement. Il faut un coffre, où, comment, à quel prix. Et puis après, il y a aussi cette question de liquidité. Parce que voilà, si on veut faire des transactions, si justement on veut faire peut-être des choses un peu plus dynamiques, acheter au niveau des transactions, c'est quand même compliqué avec de l'or physique. Donc, du coup, il y a l'or papier qui s'est beaucoup développé depuis déjà pas mal d'années maintenant avec les trackers. Donc, les trackers qui permettent de traquer l'indice de l'or. Donc là, du coup, ça résout le problème de stockage puisqu'on n'a pas l'or physique détenu. Et derrière, au niveau des transactions, c'est facilité parce que c'est coté en bourse. Donc, du coup, ça se traite comme une action. Donc là, du coup, on a une vraie liquidité. Par contre, attention au type en fait de tracker. Oui. Justement, il y a différents types de réplications, c'est ça, Louis? C'est exactement ça. Et donc, du coup, il faut quand même privilégier les réplications physiques où le tracker est adossé à de l'or physique en cas de défaut d'émetteur bien sûr. potentiel. Oui. L'émetteur du tracker qui fait de la réplication physique, il est tenu d'avoir, lui, un stock d'or en face des positions qui sont prises par ses clients sur son tracker. Tout à fait. L'autre manière de faire, c'est de la réplication synthétique. Ouais. C'est ça où là, il n'y a pas le stock d'or c'est en des face. swaps. Est-ce qu'il y a d'autres manières de s'exposer à la thématique de l'or, Louis? Oui, il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières en fonction du profil, parce que si on est un investisseur, si on est un trader ou un investisseur très actif, par exemple, produit liquide. Voilà, produit liquide. On peut aller justement sur des produits dérivés type futur, turbo. Du coup, là, ça va dépendre en fait du capital qu'on peut allouer. Ça dépend de l'effet de levier qu'on veut, de sa connaissance aussi, des connaissances qu'on a de ces différents produits dérivés. Donc ça, c'est une possibilité, on va dire, pour les personnes les plus actives qui cherchent à tirer profit des fluctuations court terme. Il y a aussi une possibilité assez récente pour les fanats de crypto-monnaies, parce qu'il en reste tout de même. Il en reste. Donc, il y a des stablecoins sur l'or. Alors, attention, les stablecoins, Terra Luna. C'est le bon moment pour en parler. Exactement. Exactement. Il faut faire là, du coup, aussi très attention à comment bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, et du coup, aller sur des stablecoins qui sont adossés avec des réserves d'or qui correspondent à leur capitalisation pour éviter ce qui s'est passé sur l'UST. Et puis alors moi, à mon époque, on me disait on peut acheter des minières orifères. Alors sur le marché parisien, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais on en trouve ailleurs, dans les marchés anglo-saxons, Canada, Australie ou autres. Est-ce que c'est un bon play? Est-ce que c'est un bon vecteur pour s'exposer à l'or? Oui, c'est aussi une manière indirecte du coup, parce qu'on achète une société qui va extraire, produire l'or. Là, pour le coup, ça peut être intéressant, mais attention, du coup, il y a un critère en plus, c'est vraiment la société. Donc il faut faire de l'analyse fondamentale de la société, son endettement, son bilan, aller vraiment dans les comptes, voir comment ça fonctionne. C'est pas une exposition pure. Exactement. Alors, il y a tous les risques engendrés par la société. Mais du coup, ça peut être effectivement, dans le contexte actuel, quelque chose d'intéressant à creuser, parce que c'est des valeurs qui sont quand même généralement mal aimées en bourse, donc assez dévaluées, sous-évaluées, mais il faut savoir vraiment creuser et identifier les bonnes sociétés. Ça peut être une manière, tout à fait. Vous nous avez offert un panel de solutions pour investir dans l'or. Quels sont les produits ou les types de produits qui sont adaptés à chacun des grands profils d'investisseurs, Louis? Oui, alors effectivement, si on définit des grands profils, on va dire qu'il y a l'investisseur long terme qui cherche à se protéger du risque, donc qui est plutôt averse au risque. À ce moment-là, je pense que le mieux, c'est l'or physique ou un tracker sur l'or. Là, je pense que ça, c'est une solution qui va convenir à ce type de profil. C'est pour dormir tranquille, quoi, c'est ça? Voilà, exactement. Pour assurer un peu ses arrières, stabiliser son portefeuille, donc ça, ce profil-là. Après, si on est sur des profils, on va dire, plus actifs, qui veulent chercher justement les variations de l'or, à ce moment-là, c'est des produits dérivés. On peut aller sur du turbo si on est si on a un capital moindre, par exemple, et si on est peut-être un petit peu moins au fait de produits dérivés type options futures. On peut aller sur le futur si on a un capital plus important, si on a vraiment une forte attention au niveau de la liquidité, pour vraiment avoir la meilleure liquidité, et qu'on a les bonnes connaissances. Ça peut être aussi une
autre manière. Là, vous l'avez dit, sur les actions, on va dire pour les personnes qui sont plus boursicoteurs, actions, qui aiment justement regarder les rapports annuels des sociétés, là, ça peut être du coup les actions de sociétés aurifères qui peuvent... Il faut regarder leur coût de production, effectivement, par rapport au cours de l'or, etc. Le montant de l'investissement, combien ils ont investi, est-ce que c'est amorti, etc. Moi, je me mets dans la position de la stratégie un peu patrimoniale. Voilà, quelqu'un qui a une allocation d'actifs, qui a des actions, des obligations, qui veut se diversifier un petit peu. C'est quoi le bon poids de l'or dans un portefeuille, dans une allocation patrimoniale? Dans une allocation patrimoniale, je dirais autour de 5%. 5-10% maximum si vous anticipez vraiment sur le long terme. Oui, c'est ça. 10%, c'est que vous êtes déjà un peu négatif. Bullish sur l'or et donc un peu négatif sur beaucoup d'autres choses potentiellement. Voilà, exactement. Je dirais 5% pour une allocation patrimoniale pure parce que c'est un bon placement de diversification, mais il y en a d'autres, donc il ne faut vraiment pas tout placer dessus. Ce n'est pas la seule diversification qu'on doit avoir quand on veut diversifier son allocation. Merci beaucoup Louis, merci pour cet éclairage spécifique sur l'or en tant que valeur refuge et les différents produits et styles de manière d'investir sur l'once d'or. Louis Yang qui était à nos côtés en plateau, cofondateur du Café de la Bourse qu'on retrouve chaque troisième vendredi du mois à 17h45 dans Smart Bourse. Voilà pour cette édition, bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.